Donc, le sujet suivant, c'est l'influence du traitement hormonal substitutif sur les maladies cardiovasculaires. Nous allons d'abord écouter le docteur Abdelbari Baitar, qui va nous faire un résumé de la bibliographie. Dank u. Goedemiddag. Ik ga al direct beginnen met de literatuursearch. We hebben de... We hebben de systematische review van Gert Lehner van 2022 geselecteerd voor dit onderwerp. Een van de inclusiecriteria voor deze meta-analyse was de eerste lijn. Dat is waar wij meest geïnteresseerd zijn. En de WHI-studie is hier vandaag al aan bod gekomen. Een zeer belangrijke studie. Voor het onderwerp van vandaag gaat eigenlijk over 2 RCT's bij postmenopausale vrouwen tussen 50 en 79 jaar. Het gaat over 2 RCT's. In 1 RCT werden vrouwen behandeld met een combinatiebehandeling geconjugeerd oestrogeen en hydroxyprogesteroneacetaat. En in een andere RCT werd bij vrouwen die een hysterectomie hadden gehad enkel geconjugeerd estrogeen gegeven. De primaire uitkomstmaat van deze RCT was coronaire hartziekte, wat voor deze presentatie belangrijk is. Ik heb hier geprobeerd om een tijdslijn te maken van deze studie. De recrutering is gestart in 1993. Beide studies werden vroegtijdig gestopt omwille van veiligheidsredenen. De studie met alleen oestrogeen werd gestopt omwille van een verhoogd risico op CVA. Na stoppen van de studie werd wel nog data gecollecteerd, nog 20 jaar later tot nu. En bij het bekijken van de cijfers, de resultaten, is het belangrijk om te weten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen analyses na stoppen van de studie, tijdens de interventie-follow-up, en analyses na de periode na de studie post-interventie. En er zijn ook analyses die de volledige periode coveren. Dus dat onderscheid is wel belangrijk. Kom ik hier al direct bij de resultaten. Links van de tabel hebben we de resultaten van de RCT met enkel geconjugeerd oestrogeen, bij vrouwen dus die een hysterectomie hebben gehad. En in het tweede deel van de tabel is de combinatiebehandeling. En de resultaten met een verhoogd risico zijn in het rood aangeduid. We kunnen zien dat er een hoger risico is links voor de oestrogeen alleen voor veneuze thromboembolie en ook voor CVA's. En rechts, de andere RCT, zien we ook een verhoogd risico. Vooral bij veneuze thromboembolie is het risico nog hoger, ook voor longembolen en ook voor CVA's was het risico verhoogd. En de kwaliteit van evidentie was over het algemeen matig. In de volgende tabel werden de resultaten post-interventie en voor de cumulatieve follow-up toegevoegd. En je kan zien telkens in die tweede tabel hier dat er niets in het rood staat. Dus na de interventie is er geen verschil voor de verschillende uitkomsten met placebo. Bij de combinatiebehandeling zie je wel volledig rechts een aantal zaken in het rood. Dat zijn resultaten die randsignificant zijn, dus juist significant. Dan hebben we een andere analyse die niet orale hormoontherapie vergeleek met controle voor het eindpunt veneuze thromboembolie. En die meta-analyse vond 10 studies, allemaal met transdermaal estradiol. Er waren geen aparte analyses voor pleisters of gels. En men vond geen verschil tussen de beide behandelingen, zowel voor oestrogeen alleen als voor de combinatiebehandeling. Een andere meta-analyse vergeleek orale hormoontherapie met niet-orale hormoontherapie, opnieuw voor veneuze thromboembolie. En er was een hoog risico met orale hormoontherapie. Opnieuw geen aparte analyse voor gels of pleisters. In deze analyse werden ook de beide behandelingen, dus associatie monotherapie, allemaal gepoeld. Dus dat onderscheid werd in deze analyse niet gemaakt. En de resultaten van de WHI-studie domineren hier ook. Ik kan al direct naar een analyse bij vrouwen met cardiovasculaire comorbiditeit, dus secundaire preventie, voor de vergelijking orale hormoontherapie versus placebo. Het risico was dubbel zo hoog voor orale hormoontherapie voor veneuze thromboembolie en de kwaliteit van evidentie was moderate.
Dit was kort de resultaten, een aantal bedenkingen. De timinghypothese is hier niet aan bod gekomen. Dat was niet een deel van ons literatuuronderzoek. Die hypothese stelt dat bij jongere vrouwen meer voordelen zijn, betere uitkomsten. In de review die ik gebruikt had van Kart Lehner vind ik daar niet echt veel evidentie. Een andere review die we gebruikt hebben voor een andere meta-analyse voor andere uitkomsten, daar lijkt er wel enige evidentie te zijn voor coronaire hartziekte, maar niet voor trombose en CVA's. En we hebben ook geen observationele studies bekeken. Voor de WHI-studie zijn er verschillende bedenkingen natuurlijk die vandaag al aan bod zijn gekomen. De onderzochte populatie was gemiddeld 64 jaar, tegenover vrouwen die behandeld worden voor menopausale vrouwen die gemiddeld 51 jaar zijn. In de WHI-studie was slechts 12,5% tussen 50 en 54 jaar. Dat is een belangrijke opmerking. En er werd ook slechts 1 preparaat onderzocht dat vandaag in België niet echt gebruikt wordt. De vraag is dan ook, wat is het effect van andere preparaten van menopausale hormoonbehandeling in de perimenopauze en in de vroege postmenopauze. Dat brengt ons bij de richtlijnen. Wat zeggen de aanbevelingen? De Nederlandse NAG-richtlijnen sommen de contra-indicaties op voor hormoonbehandeling, onder andere trombose in de voorgeschiedenis. Zij stellen een individuele aanpak voor, afwegen van de risico's, de voordelen, shared decision making, andere risicofactoren zoals roken, aanpakken. Al die zaken komen ook aan bod in de andere richtlijnen. De Franse richtlijn stelt dat indien hormoonbehandeling nodig is, dat dit dan best binnen de 10 jaar na de menopauze wordt opgestart. En zij geven een voorkeur voor transdermaal estradiol met progesteronne om het risico op CVA's te verminderen. Indien er contra-indicaties zijn, zoals een trombose in de voorgeschiedenis, stellen ze dat het beter is om orale oestrogenen niet te gebruiken, maar liever een transdermaal estradiol omwille van het risico. Dan komen we bij de Engelse NICE-richtlijn. Zij stellen onder andere om eerder transdermale hormoonbehandeling dan orale hormoonbehandeling te gebruiken voor menopausale vrouwen met een verhoogd risico op veneuze thromboembolie en ook bij vrouwen met een BMI boven de 30. De NICE-richtlijn stelt ook dat er geen verhoogd risico is op cardiovasculaire ziekte wanneer de behandeling wordt gestart bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Zij geven ook tabellen die gebruikt kunnen worden om het risico op CVA's, coronaire hartziekte, uit te leggen. Zij stellen ook dat het belangrijk is om uit te leggen aan vrouwen dat het risico met orale hormoontherapie geassocieerd is met een klein verhoogd risico op CVA's, maar dat dit risico zeer laag is bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Het baseline risico is altijd belangrijk om in rekening te houden. Dit zijn die tabellen die NICE voorziet, die gebruikt kunnen worden. Links hebben we het risico voor coronaire hartziekte, rechts voor CVA's. En wat mij opvalt bij coronaire hartziekte, zien we dat het risico, dat is hier, bij vrouwen die alleen oestrogeen nemen, lager is op coronaire hartziekte. Daarnet hadden we gezegd dat er geen verschil was met placebo. En als ik heb gekeken in de NICE-richtlijn, zij baseren zich daarop een subgroepanalyse van de WHI-studie bij vrouwen tussen 50 en 59 jaar. En dus dat is een artikel dat ik vaker tegenkom. De richtlijnen houden dus daar ook rekening mee, maar die hebben wij niet geïncludeerd, omdat het een subgroepanalyse is. Het niveau van bewijs is sowieso een beetje lager. Komen we bij de Duitse richtlijn. Zij zeggen onder andere dat het risico op thromboembolie hoger is met orale hormoontherapie dan met transdermale preparaten. En ook onder andere dat hormoontherapie niet geschikt is voor de preventie van coronaire hartziekte en dat het best gestart wordt voor de leeftijd van 60 jaar. Dat brengt ons bij de samenvatting. De literatuurstudie wijst erop dat hormoontherapie niet geschikt is voor de preventie van coronaire hartziekte.
doet hormoonbehandeling het cardiovasculair risico stijgen? Als we kijken naar de WHI-studie wel. Na het stoppen van de behandeling daalt het risico wel. We moeten wel rekening houden met de beperkingen van de WHI-studie, zeker voor de praktijk van vandaag. Subgroepanalyses hebben wij hier niet geïncludeerd. De timinghypothese is een belangrijk, er is veel aandacht voor in de literatuur. Er lijkt wel enige evidentie voor te zijn. En de richtlijnen, zoals NICE, houden daar ook rekening mee. Dus zij includeren ook subgroepanalyses, studies met intermediaire eindpunten, observationele studies. Studies dus ook met een lagere kwaliteit van evidentie. En we hebben ook voor veneuze thromboembolie een aantal zaken genoteerd. En de richtlijnen stellen dus dat hormoonbehandeling aanbevolen is voor de behandeling van menopausale symptomen binnen de 10 jaar en bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Het baseline-risico varieert, belangrijk om dat te evalueren, andere risicofactoren aan te pakken. Er is een voorkeur voor transdermale estradiol met progesteron om het risico van CVA te verminderen of in aanwezigheid van een verhoogd veneuze thromboembolierisico. En zij geven ook contra-indicaties voor hormoonbehandeling. Voilà, dat was het zeer kort, de belangrijkste zaken. Dank u. Donc on donne la parole maintenant à l'expert, le professeur Serge Rosenberg, qui est secrétaire de la Société belge de la ménopause, professeur à l'ULB. Voilà, bonjour, bonne digestion postprandiale. Alors, on m'a demandé de parler comme expert, j'apprécie beaucoup la présentation précédente, et en gros, je serai assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Alors voici, je n'ai pas conflit d'intérêt, mais voici quand même mes révélations de collaboration avec l'industrie. Il y en a plusieurs. Alors, l'agenda dont je vais vous parler, il est chargé, et je n'ai que 20 minutes, donc je ne pourrai pas aller dans les détails chaque fois. Donc, je parlerai des maladies coronariennes, de l'AVC et des thromboses, des différents schémas de traitement. Et puis, une des questions des jurys, c'était est-ce que c'est différent chez les patientes avec symptômes? Et puis l'autre question, c'était est-ce que c'est différent chez les patientes avec des facteurs de risque? Et donc j'analyserai ça. Et puis j'ai rajouté aussi quand même le groupe qui pour moi est un groupe particulier, qui sont les femmes qui ont une ménopause prématurée ou précoce. On en a déjà parlé ce matin, notamment dans le sujet de l'ostéoporose. Maladie coronarienne. Comme ça a été dit par les différents orateurs précédents, effectivement, l'analyse WHI est une cohorte, et ça avait du sens à l'époque, est une cohorte de femmes où on étudiait les maladies, la prévention de maladies chroniques, c'est-à-dire des femmes avec une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans, si on prend les différents essais randomisés, alors que nos patientes sont ménopausées vers 50 ans, de patientes asymptomatiques, et on l'a déjà dit, de schémas de traitement qui ne sont pas tout à fait les schémas que nous utilisons, mais ça avait du sens, c'était le schéma utilisé aux États-Unis par plus de 90% de la population. Alors, ceci, c'est publié par les auteurs de la WHI, mais c'est une subanalyse qui n'a pas été prise par le groupe de la biographie, comme on l'a entendu là tout à l'heure par l'expert, qui ramène les résultats chez les patientes de 50 à 59 ans. Et n'essayez pas de lire la dia, mais je vous montre juste le haut. On est à la limite de la diminution du risque coronarien, c'est juste pas significatif. L'intervalle de confiance va jusqu'à 1,03 avec 0,60, donc moins 40% de risque, pour le groupe traité par des œstrogènes seuls. Ce n'est pas ce qu'on voit quand on donne des œstrogènes avec de la médroxyprogestérone acétate. Là, il n'y a pas d'effet bénéfique du tout, même dans le groupe 50-59 ans. Ça, c'est la dia, c'est à peu près la même chose qui a été montrée là tout à l'heure, mais sous forme de graphique, et je vais la détailler quand même 2 secondes, parce que je reviendrai plusieurs fois avec cette dia. Et donc, vous voyez dans le haut du panel, le A, je crois qu'il y a un pointer là, ça c'est le groupe œstrogène, équin et MPA. Le bas, c'est œstrogène seul. Ce n'est plus exprimé en risque relatif, mais c'est exprimé en risque attribuable. Et c'est ça qu'il faut faire avec nos patientes. Autrement dit, si 1000 patientes sont traitées pendant 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Combien de cas en plus ou en moins nous attendons? Et si on regarde cela, eh bien, il y a 2,5 cas en plus de maladies coronariennes avec le groupe traité par CE plus MPA,
et dans le groupe œstrogène seul, il y a 5K,5 en moins. C'est ça que ça veut dire. Alors, effectivement, le timing hypothesis, on en a parlé tout à l'heure, window of opportunity. Donc, l'idée, et il y a des travaux scientifiques qui existaient depuis longue date, l'idée, c'est que des œstrogènes diminuent l'athéromatose, sont donc protecteurs sur une artère saine, ou relativement saine, par contre, augmentent le risque thrombotique et sont donc délétères sur une artère abîmée, endommagée. C'est ça, en 2 mots, le timing hypothesis. Ces données, et donc ça sont des données comme une méta-analyse importante, qui montrent que les femmes qui ont une ménopause à un âge précoce ou prématuré, donc avant 45 ans ou avant 40 ans, et bien encore plus, ces patientes-là ont un risque coronarien élevé, 50% en plus, également un risque de mortalité et également une morbidité plus importante. Est-ce que cela veut dire que si on les traite avec un traitement hormonal, on diminue ce risque? Ces données n'existent pas, à ma connaissance, de façon suffisante. Donc on doit faire avec ce qu'on a. Néanmoins, sur base de ces données, la majorité des recommandations scientifiques, y compris de l'ESHRE, qui est la Société de reproduction européenne, dit qu'il faudrait traiter ces patientes, tout comme pour l'ostéoporose, également pour les maladies cardiovasculaires et coronariennes, jusqu'à l'âge normal de la ménopause. Ce n'est pas le jour de l'anniversaire, comme a posé le Dr Van Drumla tout à l'heure. C'est à négocier et à discuter au cas après, évidemment. Je prévois déjà la question. Alors ça, c'est aussi une étude ancillaire, une sous-étude qui n'a pas été prise par le groupe biographie, je le comprends, qui montre, où on a mesuré, donc c'est une étude du WHI, où les mêmes auteurs, publiés dans le New England, ils regardaient simplement le haut, je vais expliquer en 2 mots, sur 1 millier de patients à peu près, on a mesuré le score coronarien, le calcium score, par CT, qui est une méthode d'évaluation. Et on voit que sous œstrogène seul, de nouveau, il y a une diminution du risque à peu près de 50% globalement de développement de cette pathologie. Ceci dit, toutes les études n'ont pas pu reproduire les mêmes résultats. Je ne vous montrerai pas les résultats non significatifs, mais ils existent. Voilà. Donc on ne peut pas être biaisé. Alors, ça c'est une autre étude où on a mesuré, c'est l'étude ELITE, où on a mesuré l'intima media par Doppler, et on peut voir l'évolution, c'est l'étude de Hodis dans le New England aussi, et ils ont randomisé, c'est une étude randomisée, même chose comme là tout à l'heure, 4 groupes, enfin c'est 2 groupes, des femmes qui ont été traitées avec un placebo, des femmes qui ont été traitées avec des œstrogènes, de la progestérone, et dans ce cas-ci c'est de l'œstradiol en transcutané, et de la progestérone, comme nous l'utilisons en Europe plutôt, mais il y avait un groupe qui a été traité tardivement, c'est-à-dire au moins après 10 ans de ménopause, et un groupe qui a été traité précocement, c'est-à-dire au moins maximum 6 ans après le début de la ménopause. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe tardif, c'est le haut, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de différence entre les placebos et les femmes traitées activement, et dans le bas, vous voyez que les femmes traitées par œstrogènes ont une progression moins rapide de l'intima media, mais de nouveau, c'est un surrogate marker, ça n'est pas la mortalité, ça n'est pas la morbidité, ce n'est pas l'événement, c'est un marqueur différencié. Alors, chez les femmes qui ont des symptômes, il y a des données qui rapportent, c'est une étude à travers les âges, grosse étude américaine, qui montre que les femmes qui flushent le plus, en rouge, ont un risque cardiovasculaire accru. C'est ce qui est montré ici. Ceci dit, il y a une méta-analyse qui a étudié cette question, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, et qui rapporte que ça ne serait vrai que chez les femmes de moins de 60 ans. Plus tardivement, il n'y a pas de différence chez les flushers et les femmes qui ne flushent pas. Voilà. Alors, chez les patientes à risque cardiovasculaire, la plupart à haut risque cardiovasculaire, si on a un risque de plus de 10% en utilisant des échelles de mesure approximatives, eh bien, à ce moment-là, la plupart des sociétés scientifiques, ça c'est up-to-date, proposent de ne pas traiter ces patientes en première instance avec un traitement hormonal, de rester prudent, parce que le risque pourrait être accru, comme j'ai dit tout à l'heure.
Chez les patients qui ont un faible risque ou un risque modéré, c'est envisageable, évidemment. Et ça, pourtant, les méta-analyses ne montrent pas de différence, ni augmentation ni diminution, mais c'est premièrement ne pas nuire. C'est une des choses que nous apprenons en médecine quand même aussi. Et donc, ici, dans cet article de revue, ils disent, voilà, évaluer les risques chez les patients à risque. Si les risques sont importants, corriger les facteurs de risque, évidemment. Et si la patiente est très symptomatique, essayez un traitement non hormonal d'abord. Si ça ne va pas, c'est une décision au cas à évaluer dans la balance risque-bénéfice. J'en ai fini pour la maladie coronarienne. Donc je résume. Il y a un groupe où ça constitue une indication malgré la possibilité de donner de traitement. C'est les femmes qui ont une ménopause précoce ou prématurée. Il y a un groupe où il y a probablement une protection, un certain degré de protection, mais est-ce une indication de traitement? Au jury de le déterminer. Je suis un peu jésuite dans la question, là. Je donnerai mon avis. Et puis, il y a des femmes qui sont des flushers, effectivement, qui ont beaucoup de bouffées de chaleur. Peut-être que ces patientes-là ont un risque accru cardiovasculaire. À mon avis, elles ont peut-être intérêt à recevoir un traitement. En tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas leur en donner, d'un point de vue coronarien. Et puis, il y a des gens chez qui il faut s'abstenir parce qu'elles ont vraiment un très haut risque cardiovasculaire coronarien. Ça, c'est pour le risque coronarien. Pour l'AVC, je vais être un peu moins long, excusez-moi. Alors, simplement, vous montrer ici les données qui montrent que les femmes qui ont une ménopause tôt, moins de 42 ans, ont un risque accru d'AVC aussi. Mais cette dia vous montre aussi, comme ça a été dit par l'expert, que dans le groupe d'âge 50-60 ans, le risque de base d'AVC est très faible. Il est tellement faible que probablement que pour la majorité des femmes, ça n'est pas une contre-indication. Ça l'est pour les femmes qui ont vraiment un risque accru parce qu'elles ont des facteurs de risque très importants. Donc voilà, ça c'était une chose. Cette méta-analyse, néanmoins, nous rapporte qu'il y a une augmentation du risque d'AVC d'à peu près 30% si on regarde toutes les études confondues. Si on reprend la même dia que je vous ai montré là tout à l'heure, 1000 femmes patientes pendant 5 ans, donc 5000 femmes années, traitées par des œstrogènes équins MPA, plus 2,5 cas. 1000 femmes patientes traitées pendant 5 ans avec des œstrogènes seuls, moins 0,5, donc 0, quoi. Pas de différence. C'est ça que ça veut dire. Il y a probablement un effet dose. Plusieurs études ont rapporté notamment que quand la dose est faible, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous traitons quand même avec des doses plus faibles qu'il y a 20 ans ou 30 ans. À l'époque, le 0,625 était une dose normale, le 2 mg était une dose normale, le 1 mg est une dose faible. Aujourd'hui, le 0,5 est la dose faible, le 1 mg n'est pas une dose faible. Si on donne des doses faibles, le risque semble diminuer, voire être inexistant. Et si on utilise des œstrogènes transdermiques ou une dose faible, effectivement, cette étude-ci de Renou rapporte la même chose aussi. Pas d'augmentation de risque avec les voies transdermiques ou avec des doses faibles d'œstrogènes. Alors, chez les patientes qui ont des symptômes, il me semble qu'il n'y a pas de différence entre symptômes et pas symptômes. Les résultats restent les mêmes. Chez les patientes qui ont un risque accru de maladies cardiovasculaires, eh bien, je crois qu'il faut s'abstenir. Il y a probablement une augmentation, effectivement, du risque d'AVC. Et c'est ce que la plupart même si ça n'est pas probant statistiquement, la plupart des sociétés scientifiques disent, voilà, si vous avez une histoire de stroke, d'AVC, d'hypertension non contrôlée, de fibrillation atriale, eh bien, à ce moment-là, il faut s'abstenir de donner un traitement. C'est une recommandation forte, mais il n'y a pas beaucoup d'évidence. Résumé, le risque d'AVC augmente avec l'âge. À 50 ans, il est très faible. À 70 ans, 75 ans, il est élevé. Donc, à un âge jeune, entre 50 et 60 ans, ça n'est pas vraiment un gros problème. Plus tard, ça commence à le devenir avec le temps. Et donc, il faut s'abstenir de prescrire à des femmes qui ont un risque élevé chez ces patientes-là. Par contre, chez les femmes jeunes, il n'y a pas de raison de ne pas leur prescrire si on n'a pas une contre-indication majeure. Les faibles doses et les transdermiques ont probablement un risque moindre dans ces cas-là. Dernier sujet,
thrombose et embolie, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été rapporté. Et effectivement, sur 1000 femmes pendant 5 ans, on voit une augmentation de 5 cas œstrogène égain conjugué MPA de 2,5. C'est la seule chose qui est restée rouge. Il faut la marquer dans le groupe œstrogène seul. C'est la seule chose qui est restée rouge. Tout le reste est du bleu, donc neutre ou favorable, entre 50 et 60 ans, entendons-nous, évidemment. Alors, il y a un risque moindre. Plusieurs études observationnelles, ce ne sont pas des essais randomisés, la valeur n'est pas la même, évidemment, rapportent qu'il y a un risque moindre quand on donne un œstrogène transdermique, quand on donne des faibles doses d'œstrogène et quand on donne de la progestérone ou de la dihydrogestérone plutôt que de la médroxyprogestérone ou de la NETA, qui sont des progestatifs plutôt androgéniques et anciens. Ça, c'est une étude qui rapporte cela. En vert, pas d'augmentation de risque. En rouge, c'est une augmentation du risque, ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est une grosse étude anglaise de la banque de données des médecins généralistes. C'est difficilement lisible pour vous, il faut me croire. Les œstrogènes transdermiques n'augmentent pas le risque, c'est ce qui est indiqué ici. Et à faible dose d'œstradiol, même orale, avec la dihydrogestérone, il n'y a pas d'augmentation de risque. À faible dose, avec un progestatif comme la NETA, il y a une augmentation du risque. Et à haute dose, il y a une augmentation du risque aussi. Les patientes avec symptômes, je n'ai pas trouvé de données, je ne pense pas que ce soit différent. Les patientes qui ont un facteur de risque de thrombose veineuse profonde, là c'est différent, elles sont évidemment à haut risque de refaire une thrombose. Ce sont les femmes qui ont une mutation, une thrombophilie, une histoire familiale ou personnelle. Donc à nous de vraiment interroger ces patientes et je suis d'accord avec ce qui a été dit par l'expert précédent, les NICE guidelines, de rechercher les patientes qui sont porteuses de thrombophilie s'il y a une histoire familiale évidemment. Le risque peut être doublé en cas de facteur de Leiden, 5. L'histoire personnelle, il faut voir dans quel contexte. La patiente pesait 150 kg, elle avait un plâtre, était immobilisée, elle a fait une thrombose. OK. Elle a eu un bypass entre-temps, elle pèse plus que 60 kg, elle n'est plus immobilisée, peut-être qu'elle peut prendre un traitement. Par contre, si elle avait une thrombose dans un contexte d'hyperœstrogénémie, moi je m'abstiendrais, je pense que c'est du bon sens clinique. Voilà. Alors, une chose, contrairement au risque d'AVC, ou contrairement au risque de cancer du sein, qui sera discuté par Patrick Neve, que je vois qui est arrivé, le risque augmente avec le temps pour ces deux pathologies-là. Pour la thrombose, c'est différent. Le risque, en fait, il est surtout présent la première année. Et probablement qu'il est en excès au début du traitement, parce que ce sont des patientes qui ont une mutation méconnue. Et donc, en donnant ce trigger, ce médicament en plus, eh bien, on rajoute un facteur de risque chez quelqu'un qui a déjà un facteur de risque, ce qui explique que ce n'est pas un risque qui est accumulé dans le temps, mais plutôt un risque qui est plutôt présent à l'initiation du traitement. En résumé, le risque de thrombose veineuse profonde est augmenté et d'embolie à peu près x3, mais l'incidence est relativement faible si on n'a pas de facteur de risque. Il faut évaluer chaque patiente individuellement, évidemment, comme toujours. Chez les patientes qui ont un risque modéré, il faut choisir plutôt des faibles doses, des transdermiques et de la progestérone et ses dérivés, plutôt que des progestatifs androgéniques. Chez les patientes qui ont vraiment des facteurs de risque importants, il faut choisir un traitement non hormonal, parce que le risque est à peu près x5, x6. Conclusion générale, maladie coronarienne. Oui, il y a une indication de traitement, prévention, même s'il y a une possibilité de donner, à mon avis, chez les patients qui ont une ménopause très jeune. Entre 50 et 60 ans, c'est discutable. Il y a peut-être un bénéfice. Est-ce suffisant pour le considérer comme une indication? Je ne le pense pas en lui-même, mais c'est à considérer dans son ensemble. Les patientes qui flushent, qui ont une indication, ont un plus haut risque de maladie cardiovasculaire, donc chez elles, il faut certainement y penser. Il n'y a pas d'excès de risque dans ces tranches d'âge-là, même si c'est une post-hoc-analyse, je le reconnais. Et chez les patients, il n'y a pas de place, par contre, pour un traitement hormonal en prévention secondaire, comme on le pensait dans les années 90. Les patientes âgées, il faudrait plutôt s'abstenir, je pense, taper. Et pour le stroke, comme on l'a dit, le risque augmente avec l'âge. Donc chez les patients de plus de 65 ans, 70 ans, s'abstenir, donner plutôt un autre traitement.
et chez les patientes qui ont un haut risque, s'abstenir. Et pour la thrombose, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un risque, ce n'est pas une contre-indication s'il n'y a pas de facteur de risque, c'est une contre-indication s'il y a une histoire personnelle de thrombose. Voilà, je vous remercie. Merci. Et le petit clin d'œil de là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore une place comme première ligne de traitement à autre chose qu'un transdermique, même chez des femmes qui n'ont aucun facteur de risque cardiovasculaire? C'est bon, ouais. On sort un petit peu du sujet là. Je crois que oui, je crois qu'il faut laisser, je crois que pour la plupart des patientes, ça ne fait pas une grosse différence. Surtout qu'on donne des doses relativement faibles. Alors, ça a été étudié de cette façon-là. Et donc, je crois qu'il faut voir la compliance aussi au long terme. Si une patiente prend un traitement, donc voilà, il faut voir les avantages et bénéfices des deux. Il y a des patientes qui vous disent, moi, prendre une pilule, c'est beaucoup plus simple que de prendre un patch ou un spray ou une crème. Il y a des sujets de prix, mais là on rentre dans la clinique réelle. Donc pour moi, oui, il reste toujours une place pour les autres traitements, évidemment. Oui, Virginie. Donc j'ai vu que l'obésité était notamment une contre-indication. Je suis surprise que le tabac ne le soit pas. Vous avez raison. Alors je crois qu'il faut le considérer, effectivement, tout à fait. Je crois qu'il faut inclure, tous les facteurs de risque dans l'évaluation du risque calculé. Donc en fait, comme vous le faites pour le FRAX, par exemple l'ostéoporose, on n'en a pas parlé parce que bon, j'ai 20 minutes, on peut le faire de même façon. Il y a des outils de calcul du stroke, du risque de stroke, d'AVC, de maladie coronarienne, et dans lequel vous pouvez mettre le cholestérol, le diabète, l'obésité, la tension, le tabac, évidemment. Et il faut taper sur le clou et à chaque consultation, rappeler aux patients d'arrêter de fumer, évidemment, et les aider. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est la chose la plus importante, probablement, bien plus importante que ce dont on parle aujourd'hui, encore. Serge, moi j'ai une question concernant si on a un doute par rapport à un risque vasculaire d'instaurer un traitement chez une patiente, est-ce que du coup l'échographie coronarienne a un sens, de carotide a un sens, et est-ce que le nouveau système de scan qui est un scan avec un score calcique pour évaluer la plaque peut nous aider? Alors, je ne vais pas faire exploser les chiffres de l'INAMI, parce que sinon je ne me ferai plus jamais inviter. Mais je pense que chez les patientes, je crois qu'il faut être sensé, il faut le calculer d'abord le score, et probablement que ça a une place, et les guidelines européennes de cardiologie mettent ça relativement haut comme test chez des patientes où on est dans la zone grise et où on se demande effectivement ce qu'il faut faire. Voilà. Mais pas chez tout le monde, hein, évidemment. Oui. Il y avait un... Qu'est-ce qui explique, à tes yeux, la différence de discours du traitement entre 40 et 50 et 50 et 60? Parce que c'est un discours qui n'a rien à voir. Hein. Alors peut-être que c'est un groupe qui n'a rien à voir et qu'on se trompe. C'est possible. Et parce que je n'ai pas montré ça, mais Herman de Piper a fait allusion à ça dans sa dia avec les publications de Roca, où il montre que les patientes qui sont castrées très tôt ont une mortalité accrue, non pas seulement cardiovasculaire, non pas seulement ostéoporose, mais également neurologique, et même le Parkinson est plus fréquent chez elles, donc d'autres pathologies. Donc peut-être que ce sont des patientes qui ont d'autres choses, et à ce moment-là, ça ne va pas être restauré par un traitement hormonal, ou bien c'est quand même parce qu'on induit une ménopause très tôt chez ces patientes, et que l'athérosclérose arrive à un âge très très jeune. Et que ce manque d'hormones joue quand même un rôle, et ça c'est la window of opportunity. Mais je ne peux pas distinguer entre les deux, hein, à ce stade-ci. On va passer au sujet suivant. Alors. Merci.